Nous sommes en 2013, en Moselle. En fouillant le site de Marsal, Laurent Olivier et son équipe découvrent un silo gaulois, une structure jadis creusée dans le sol qui permettait de stocker les céréales. Rien de bizarre ou d'anormal, jusqu'à ce que le sommet d'un crâne affleure. Au total, 8 squelettes humains seront mis au jour, des hommes et des femmes ayant vécu quelque part entre le 4e et le 3e siècle avant notre ère. Pour une raison mystérieuse, ils n'ont pas eu droit à un enterrement classique. On les a déposés dans un vieux silo désaffecté, au beau milieu des champs. Déposés, ou plutôt balancés, comme le montre leur position bizarre. Les analyses menées sur les os ont amené les archéologues à se poser une question essentielle. Serions-nous en présence d'esclaves gaulois? Encore mieux, ces esclaves auraient-ils été sacrifiés? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Un silo, des défunts, des positions bizarres. On a parlé de ce type de découverte dans le précédent épisode. Souvenez-vous, on en retrouve dans le nord-est de la France, le Pays de Bade, le Palatinat, jusqu'au sud de l'Angleterre. Pour expliquer ce phénomène, plusieurs archéologues ont proposé une interprétation cultuelle liée à des pratiques rituelles, voire sacrificielles. Alors, je vais faire un petit récap dans cet épisode, mais pour être sûr de tout comprendre, je vous recommande tout de même d'avoir vu le précédent, si jamais il est disponible en cliquant juste ici. C'est bon pour vous? On reprend. Vous l'avez compris, les morts en silo sont difficiles à interpréter. Bien souvent, les squelettes livrent peu d'informations, et à part l'âge et le sexe, on a du mal à comprendre qui étaient ces gens dans la société gauloise. Peut-être des personnes importantes, choisies spécialement pour un rituel, ou peut-être au contraire des parias, qui n'avaient pas droit à une véritable sépulture. Longtemps, c'est la deuxième hypothèse qui a été privilégiée. Ces individus auraient appartenu à des populations pauvres, serviles, indignes de reposer dans les nécropoles. L'idée semblait prometteuse, mais rapidement, elle a révélé ses failles. Déjà, on a pris conscience que les nécropoles gauloises pouvaient accueillir des pauvres, contrairement à ce qu'on avait longtemps supposé. Mais surtout, on a retrouvé des morts en silo avec de précieux bijoux, des individus qui peuvent difficilement être considérés comme des pauvres ou des parias. Encore plus étrange, certains inhumés ont subi des récupérations d'ossements, comme par exemple la femme de Chevilly. Bien après sa mort, des Gaulois sont descendus dans le silo et ont récupéré sa tête, probablement pour servir de relique. Cette femme avait donc une certaine importance dans la société, et on peut difficilement l'imaginer comme une personne exclue. Au final, les cas sont très variés, et comme on ne connaît pas grand-chose des déposés à part leur âge et leur sexe, on peut difficilement être sûr des interprétations proposées. C'est là qu'intervient le cas Marsal, car ces 8 individus bien conservés ont bénéficié de toute une série d'analyses. Usure des os, traumatisme, strontium, ADN, si bien qu'on est parvenu à recréer leur visage, leur lien de parenté, leur origine géographique et surtout leur mode de vie. Les résultats n'ont pas manqué de créer la surprise en favorisant une hypothèse inattendue. Mais avant d'en parler, il va falloir retracer les faits. Nous sommes entre le 4e et le 3e siècle avant notre ère. Un silo, situé à proximité d'un habitat, vient d'être abandonné. Les Gaulois n'y stockeront plus les céréales. À la place, ils procèdent à un étrange dépôt. L'individu numéro 8, une femme d'une quarantaine d'années, est jetée depuis la surface. Elle heurte le fond du silo, figée dans une position étrange. Mais ce n'est pas tout. On balance avec elle 2 chiots. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, alors que la décomposition est bien avancée, on dépose une autre femme plus âgée. Puis, une jeune femme de 22 à 25 ans. Cas particulier, cette jeune femme n'a peut-être pas été jetée. Son corps a pu être soigneusement placé dans cette position, ou alors il a effectivement été jeté et a tout simplement roulé contre la paroi. Malheureusement, on ne sait pas vraiment en combien de temps ont été effectués ces différents dépôts. Peut-être des semaines, peut-être des mois, peut-être même des années. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que peu après le dépôt de la dernière femme, une partie du silo s'est effondrée. Plus précisément, la partie supérieure,
qui a d'ailleurs écrasé la tête de la première femme. C'est à la surface de cet éboulis que 5 nouveaux corps seront successivement jetés. 4 hommes âgés globalement de 35 à 45 ans, dont les corps vont glisser sur le cône d'effondrement et adopter des positions très variées, puis un très jeune enfant, de sexe indéterminé, âgé de 4 à 6 ans. On sait qu'il y a eu d'autres dépôts après celui-ci, mais malheureusement, ils n'ont pas été conservés. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, le terrain a été arasé, emportant ainsi la partie supérieure du silo. On doit donc se contenter de nos 8 squelettes pour expliquer ces mystérieux dépôts. Et pour ça, il va falloir comprendre qui étaient ces gens. Commençons par l'analyse isotopique du strontium. À la base, le strontium est un métal, présent dans les roches et les sédiments. Via l'eau qu'on boit et les aliments qu'on mange, il se retrouve dans notre organisme, qui va à son tour l'intégrer dans les tissus osseux, un peu comme le calcium. Le ratio isotopique du strontium d'un individu est donc lié à celui des roches, formant le sous-sol d'une région particulière, une sorte de signature de là où l'individu a passé sa vie. Résultat, ces hommes et ces femmes ont vécu dans l'environnement direct de Marsal. Vraisemblablement, il s'agit de Gaulois locaux. Néanmoins, bien qu'originaires de la même région et déposés ensemble, ces personnes ne sont pas de la même famille. Leurs ADN respectifs ont mis en évidence des lignées maternelles différentes et n'ont révélé aucune relation de type parent-enfant. Aussi, on peut se demander pourquoi ils ont été rassemblés ensemble dans ce silo sur des mois, voire des années. Il y a forcément une raison ou un lien entre eux. C'est dans l'analyse des ossements que les archéologues ont trouvé un élément de réponse. Car si ces personnes ont un point commun, c'est bien l'état de leur squelette. Un état pour le moins désastreux. En effet, plusieurs de ces hommes et femmes étaient victimes d'une déformation des pieds, causée par le port répété de lourdes charges. D'autres lésions attestent d'une existence particulièrement difficile, avec un travail intense. La femme de 25 ans, par exemple, en dépit de son très jeune âge, souffrait déjà d'une fissure de l'os acromial, un traumatisme causé par des mouvements répétés de l'épaule impliquant l'écartement des bras, et potentiellement le port de lourdes charges. Hommes et femmes ont donc subi des conditions de travail très difficiles, mais ça n'est pas tout. Les archéologues ont pu déterminer que les activités des hommes et des femmes n'étaient pas tout à fait les mêmes. En effet, les hommes, et seulement eux, présentent un grand nombre de fractures cicatrisées, toutes localisées au même endroit, au niveau des mains et des phalanges. Les tâches qu'ils exerçaient exposaient donc davantage leurs mains, et malheureusement, on ne peut pas être plus précis. Ce qui est certain en revanche, c'est que ces hommes et femmes ont subi des conditions de travail épouvantables. On leur a confié des tâches invalidantes qui ont imprimé de profonds traumatismes jusque dans leurs os. Ce qui nous amène à notre question principale, étaient-ils des esclaves ? Mois après mois, année après année, les hommes et femmes de Marsal ont été jetés dans ce silo, systématiquement très peu de temps après leur mort, puisque leurs articulations étaient encore mobiles. Autrement dit, ces gens n'ont pas eu droit à une veillée funèbre. Le refus de cette marque de considération, ainsi que leurs conditions de travail épouvantables, nous orientent vers la même interprétation. Ces gens ont appartenu à une classe inférieure de la société. S'agit-il pour autant d'esclaves à proprement parler ? Eh bien, ça ne serait pas très surprenant, l'esclavage étant largement pratiqué dans l'Antiquité. On dispose de très peu d'informations pour la société celtique, mais de récentes découvertes commencent à lever le mystère. Comme par exemple un autre silo découvert cette fois en Allemagne. Il a livré des individus tout à fait comparables à ceux de Marsal. Absence de liens familiaux, conditions de travail difficiles pour certains, et surtout alimentation très pauvre à base de millet. Là encore, de potentiels esclaves au service de riches nantis. À Marsal, on peut supposer que les hommes et femmes du silo étaient au service des élites locales, qui tiraient leur richesse et leur prestige de l'exploitation du sel. Peut-être travaillait-il d'ailleurs dans un atelier de saunier. Quant à l'enfant de 4 à 6 ans, impossible de dire s'il était déjà soumis à un travail difficile. Ses os sont beaucoup trop mal conservés.
On peut néanmoins supposer qu'il est né esclave, de parents esclaves, et que cette condition était héréditaire. Cela étant dit, reste le plus intriguant, les Gaulois de Marsale ont-ils été sacrifiés? Les squelettes de Marsale ne portent aucun indice de mort violente. Mais vous le savez, certaines mises à mort ne laissent pas de traces sur les os. Alors comme d'habitude, difficile de prouver qu'il y a eu ou non sacrifice. Pour l'archéologue Laurent Olivier, le plus probable reste une explication purement sociale et non cultuelle. Les hommes et femmes de Marsale seraient morts naturellement et auraient tout bonnement fini à la poubelle, à l'égal des animaux morts, comme en témoignent les 2 chiots jetés avec la première femme. D'ailleurs, à l'image de déchets, on aura laissé pourrir les corps sans même prendre la peine de les recouvrir de terre. Cette explication montre bien qu'il ne faut pas toujours crier au rituel et que certains cas peuvent parfaitement être expliqués par un rejet social. Bon, alors cela dit, attention, c'est pas une raison pour remettre en cause tout ce qu'on a vu dans le précédent épisode, puisque, je vous le rappelle, il existe de nombreux cas de mort en silo qui ne peuvent s'expliquer par un rejet social. Je pense notamment à cette femme, qui n'était certainement pas une esclave. Même chose pour cet individu, qui a bénéficié d'un coffre funéraire, rien que ça. Dans de telles circonstances, la piste rituelle paraît, en l'état actuel des recherches, plus probable. Et c'est pareil quand il y a eu manipulation post-mortem, comme par exemple des prélèvements de reliques. Conclusion, rituel ou pas, c'est l'éternelle question qui se pose pour chaque nouvelle découverte. Mais, puisque vous en savez désormais assez sur ce sujet, je peux vous dire le plus important. J'ai fait de mon mieux pour vous présenter les 2 hypothèses principales, adoptant la vision partisane du rituel dans le précédent épisode, et la vision sociale dans celui-ci. Ces 2 versions s'opposent, mais aussi surprenant que ça puisse paraître, elles ne sont pas totalement incompatibles. Déposer en silo des esclaves, des condamnés ou des parias, était peut-être une façon de les vouer au dieu tellurique, tout en se débarrassant des corps. Et ce, qu'il y ait eu ou non sacrifice. Entre le rituel et la banale mise à la poubelle, tout un éventail d'interprétations reste à explorer. Et puis, on a souvent tendance à vouloir trouver une seule explication qui résoudrait l'ensemble des cas, alors que si ça se trouve, il existait plusieurs types de dépôts qui répondaient chacun à des problématiques différentes et qui coexistaient parfaitement. Après tout, les Gaulois réutilisaient certains silos en guise de dépotoir pour y jeter leurs déchets, ce qui ne les empêchait pas, aux mêmes époques et dans d'autres silos, de réaliser des dépôts exceptionnels, dont on est aujourd'hui quasiment certain de la portée rituelle. Ces différentes pratiques coexistaient et étaient parfaitement distinctes dans les mentalités de l'époque. Alors peut-être nous faut-il aujourd'hui chercher plusieurs grilles de lecture en fonction des cas. Quoi qu'il en soit, pas de panique, avec les nouvelles découvertes et les analyses de plus en plus poussées menées sur les os, on aura tôt ou tard la clé du mystère. Les découvertes comme Marsale, analysées très soigneusement, nous donneront au fur et à mesure une vision beaucoup plus précise non seulement des pratiques, mais aussi de la société gauloise. On verra notamment s'il s'agit d'un cas isolé, ou si on peut généraliser la pratique de l'esclavage à l'ensemble de l'espace celtique. En attendant, retenez que les hommes et femmes de Marsale étaient effectivement des gens très pauvres, et que la manière dont ils ont été traités dans leur vie, comme dans la mort, colle avec l'hypothèse de l'esclavage. En tout cas, je vous promets qu'aux prochaines découvertes de ce type, je vous concocterai une petite vidéo pour actualiser tout ça. D'ici là, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé, malgré le fait que ce soit encore très mystérieux et qu'on n'ait pas les réponses à toutes nos questions. Mais cela dit, c'est le jeu de l'archéologie et je pense que vous commencez à le savoir en regardant cette chaîne. Sur ce les amis, je vous rappelle que vous pouvez liker et commenter si ça vous a plu et intéressé. C'est un excellent moyen de me soutenir puisque ça booste l'algorithme, donc n'hésitez pas. Je vous en remercie par avance. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. C'est tout. C'était Thomas. Ciao!